Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les mutations profondes du travail et ce qui, dans nos organisations, reste fondamental, il s'agit du lien humain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi actuel qu'essentiel, comment continuer à travailler ensemble, alors même que nous sommes de plus en plus séparés. Entre hybridation, collectif éclaté, perte de signaux faibles et quête de sens, une certitude s'impose, la QVCT est devenue le nouveau terrain stratégique de nos organisations. Pour éclairer ce thème, j'ai la joie d'accueillir deux voix expertes, engagées et profondément humaines. Il s'agit de Caroline Diard, qui est enseignante-chercheur, spécialiste de GRH, d'inclusion et de justice organisationnelle, dont les travaux questionnent la manière dont nos collectifs se transforment et comment le droit, la reconnaissance et l'équité structurent le vivre ensemble professionnel. Et puis Frédérique Sauvageau, directrice QVCT au sein d'un grand groupe, issu d'un parcours atypique, mêlant anthropologie, direction immobilière et accompagnement du changement. Elle porte un regard rare, sensible et systémique sur les liens humains, les vulnérabilités et l'expérience réelle du travail. Tous deux partagent une conviction forte: le collectif ne disparaît pas, il se réinvente. Mais pour cela, il faut le comprendre, le nourrir, le ritualiser et parfois le protéger. Alors dans cet épisode, on va aborder plusieurs choses ensemble. Tout d'abord, ce qui s'est réellement transformé dans nos façons d'être en relation au travail, ce que la distance fait perdre et parfois gagner, les nouveaux risques QVCT et de justice organisationnelle, l'inclusion dans un monde où les signaux faibles deviennent invisibles, et surtout, comment recréer des collectifs vivants, incarnés et même dispersés. Je suis ravi de vous accueillir, Caroline et Frédéric. Merci d'être là. Merci à toi, Johan, ravi. Merci Johan, moi également. Et ravie de te retrouver, Caroline. Ravi. Alors, les auditeurs ne le savent pas trop, mais vous avez l'habitude d'interagir sur différents espaces de communication. Vous connaissez bien. Les auditeurs, certains vous connaissent et d'autres pas. Alors, j'aimerais pour commencer que chacune d'entre vous, vous puissiez vous présenter brièvement un petit peu votre parcours, ce qui vous anime aujourd'hui, et aussi le fil conducteur de votre engagement professionnel, à toutes les deux. Qui veut commencer? Je veux bien commencer, Johan, si Frédéric est d'accord. Ouais. Donc, pour ma part, j'ai un cursus universitaire en gestion des ressources humaines avec une première partie de carrière comme praticienne RH. Et puis ensuite, j'ai repris mes études avec une thèse transversale en droit du travail et gestion des ressources humaines. Et depuis ce moment-là, en fait, je suis enseignant-chercheur. Donc, j'ai des activités pédagogiques, également des activités de recherche qui tournent autour de l'hybridation et notamment la relation managériale. Alors, peut-être pour commencer, je me suis intéressée à l'humain très tôt, hein, puisque dans mon cursus universitaire, je me suis tout de suite orientée sur la gestion des ressources humaines. Alors, la spécialisation, c'était GRH et communication sociale au CELSA. Donc, tout est dans le titre. Donc, il y avait beaucoup d'éléments sur l'interpersonnel et sur le dialogue social dans les entreprises, qui est assez rare en RH, parce que finalement, d'habitude, en RH, on forme plutôt sur la psychosocio des organisations, etc. Et là, ça allait un peu plus loin, notamment sur l'intégration du dialogue social, et ça a toute son importance dans la prise en compte de la QVCT. Ensuite, dans ma carrière de praticienne, j'ai eu l'occasion de réfléchir à l'inclusion, notamment avec la problématique de l'accessibilité en fait de nos laboratoires.
On était en plein Paris, c'était des bâtiments réhabilités, refaits à neuf. Et dès la conception, finalement, il a fallu réfléchir conjointement avec les autres membres du comité de direction à des contraintes légales qui étaient seulement émergentes à ce moment-là et différentes voies d'inclusion pour pouvoir attirer les meilleurs profils des chimistes et des biologistes. Et bien au-delà en fait de ces contraintes réglementaires, moi je me suis vite, à titre personnel, rendu compte que ce sujet, c'était un sujet dont il fallait absolument s'emparer en tant que RH et que c'était aussi une belle opportunité d'attirer, de fidéliser et surtout d'enrichir notre collectif de travail avec des profils très divers, très complémentaires et une richesse humaine. Merci Caroline pour cette belle présentation. On voit un petit peu mieux ton background. Et j'aimerais passer la parole à Frédéric. Tu peux te présenter succinctement, justement? Quel est le fil conducteur, justement, de ton parcours? Alors, comme tu l'as dit, j'ai effectivement un parcours qui peut paraître assez atypique. Alors, à la fois académique orienté archéologie et anthropologie. Puis je me suis orientée plutôt vers le métier de responsable services généraux, puis des métiers de conseil en facilities management, direction de grands projets immobiliers tertiaires en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Puis je l'ai rejoint, tu l'as dit, une grande direction immobilière d'un grand groupe avant de rejoindre la DRH. Et donc maintenant, je suis DRH, enfin je suis à la DRH et plutôt dans la partie qualité de vie et conditions de travail du domaine immobilier et des espaces. Alors, mes études, certes, elles m'ont sensibilisée, hein, bien sûr, à une dynamique autour de la sociodynamique de groupe. J'ai développé des compétences certaines, en tout cas qui sont reconnues, autour de l'écoute, de l'observation et de la curiosité. C'est vrai qu'en archéologie, un des premiers faits qu'on te donne en fait quand tu es face à de grands archéologues ou de grands chercheurs, c'est que tout ce que tu peux connaître à un instant T, en fait, il peut y avoir une nouvelle découverte, une nouvelle recherche et tout s'écroule. Donc en fait, tu dois toujours être en capacité de rebondir, de prendre du recul et puis surtout de lâcher prise, c'est-à-dire que tout ce que tu sais, tout ce que tu as en perception, en intuition, bah, ça t'appartient pas en fait. Tu l'as pour le partager avec les autres, pour faire avancer la cause. Alors la cause de la recherche, la cause de l'histoire, et donc dans mon travail, bah, la cause humaine. Mon expérience personnelle également, il s'avère que j'ai un enfant qui est neuroatypique, qui a eu des troubles importants hein, de neurodéveloppement. Donc, en fait, ça m'a conduite à explorer de façon naturelle et à me questionner autour des neurosciences, de la plasticité cérébrale, d'une meilleure compréhension du neurodéveloppement, l'accompagnement spécifique. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé à titre personnel et parfois peut-être sans m'en rendre compte moi-même, mais que je retranscris dans l'entreprise, c'est l'importance de valoriser les capacités plutôt que les difficultés. Donc, je suis vraiment dans une approche systémique et holistique. Bien sûr, bah, tout ça, ça a renforcé mon intérêt pour le lien humain, la justice organisationnelle et l'inclusion, parce qu'en fait, je considère que ce sont trois éléments essentiels au bon fonctionnement individuel et collectif, et c'est trois ingrédients qui sont silencieux dans le monde du travail et de l'organisation individuelle, de l'organisation collective. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des points importants. Ce qu'on observe en fait en entreprise, c'est que très souvent, quand il y a du stress, quand on parle de désengagement, quand on parle de conflit, c'est souvent lié à un lien humain qui est fragilisé. C'est lié à des changements, à des transformations qui sont parfois mal anticipées. Donc, c'est pour moi, bah, la qualité de vie et conditions de travail, c'est vraiment l'éthique collective du travail. Alors, dans les projets majeurs que j'ai pu mener ces dernières années, c'est une réflexion, par exemple, liée à la nuisance sonore dans les espaces de travail et comment, au-delà de la technique, donc qui répond à des éléments de mesure acoustique,
acoustique, on pourrait beaucoup mieux s'attacher à mieux comprendre en fait la perception auditive. Et cette perception auditive, je l'ai travaillée avec un designer sonore, mais surtout autour d'éléments de psychoacoustique. Et ma référence, c'est bien sûr les profils neuroatypiques qui, par définition, ont une sensibilité sensorielle plus importante parfois, en tout cas amplifiée. Et donc, quand on parle des plus sensibles, on commence à s'intéresser aussi à un design de conception beaucoup plus universel et en fait qui va profiter à tous. Donc ça, c'est un de mes points importants. Autre point aussi, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur les obligations d'accessibilité, mais au sens réglementaire. Donc certes, les bâtiments sont pour la plupart estampillés, comme je le dis souvent, accessibilité PMR par des bureaux de contrôle. Et pourtant, 56%, pour 56% des personnes en situation de handicap, c'est pas leur handicap qui crée la difficulté, mais c'est les écarts obstacles des bâtiments qui contribuent à un handicap au-delà des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça interpelle. Et donc moi, mon objectif, c'est d'arriver à mieux concilier réglementation et usage, parce qu'on peut être conforme à la réglementation, mais ne pas contribuer à un parcours fluide du collaborateur. Donc voilà certains sujets qui m'animent et sur lesquels voilà, je suis presque militante, on pourrait dire, à la fois en interne dans mon entreprise, mais aussi beaucoup en externe, puisque je suis sollicitée sur ces sujets. Alors, je suis ravi de cette présentation et de t'entendre. Et ici, on aime bien dans l'émission les personnes engagées, donc c'est parfait. Alors, avec Caroline et toi, je suis servi, donc c'est super. Euh, alors, j'aimerais à toutes les deux, après cette belle présentation toutes les deux, qu'on puisse évoquer notamment la notion d'être ensemble. Et qu'est-ce qu'elle a pu changer, selon vous, dans cette manière d'être ensemble au travail depuis allez, une décennie ou peut-être un peu plus? Quelle est votre vision des choses? Alors, Johan, en fait, être ensemble, c'est une vision qui va au-delà de la vie professionnelle. Être ensemble, ça peut être ensemble dans le milieu familial, dans le milieu politique, associatif, syndical. Et au niveau du travail, être ensemble, aujourd'hui, ça veut plus dire la même chose qu'autrefois. Être ensemble, c'est euh, avancer ensemble sur un projet commun, c'est partager une culture d'entreprise, c'est-à-dire en fait des valeurs, des rites, des tabous, des codes. Et c'est assez perturbant parce que l'hybridation s'est développée. Et être ensemble, ça veut plus dire systématiquement être à côté de l'autre. Et il faut en fait considérer qu'être ensemble, c'est continuer à partager tous ces éléments de projets partagés, d'objectifs de performance ensemble, de stratégies communes, mais tout en étant parfois dispersés et à distance. La coprésence aujourd'hui, finalement, bah, elle est virtuelle, hein. Donc il y a des chercheurs qui sont intéressés à la notion de déspatialisation, comme Laurent Tasquin, et on parle aujourd'hui effectivement de relations managériales éclatées, d'équipes dispersées. D'ailleurs, avec Frédéric, en 2023 et d'autres collègues, nous avons réfléchi collectivement dans une note de synthèse qui a été publiée par le Cercle K2 au thème des équipes hybrides et on s'est intéressé, Johan, à la notion d'expérience collaborateur. Alors peut-être rappeler pour nos auditeurs ce qu'est l'expérience collaborateur. Alors l'expérience collaborateur, c'est une notion en gestion des ressources humaines qui est inspirée en fait du marketing et de la communication. L'expérience collaborateur, ça nous rappelle bien sûr l'expérience client. Alors le collaborateur n'est pas un consommateur, n'est pas un client, mais il va avoir des étapes de vie dans son parcours dans l'entreprise. Et ça, c'est important en matière de QVCT. Alors l'expérience collaborateur, ça commence en fait avant que le collaborateur soit recruté, c'est-à-dire le processus de sourcing, de recrutement, les premières approches, entretien à distance ou en présentiel, les tests que l'on passe au moment du process de recrutement, le process de onboarding, et puis après, tout ce qui est gestion au quotidien du collaborateur, gestion de la performance, entretien pro, entretien d'évaluation,
promotion, mobilité. Et puis, enfin, l'expérience collaborateur se termine par le départ du collaborateur. Alors parfois, dans un contexte voulu, c'est-à-dire qu'on part à la retraite ou on démissionne pour d'autres cieux, mais parfois c'est aussi dans le cadre d'un licenciement. Donc l'expérience collaborateur, c'est vraiment quelque chose de très important en matière de gestion des ressources humaines parce qu'on découpe la vie du collaborateur en étapes et on s'intéresse à la relation managériale à chaque étape, le contrat psychologique, c'est-à-dire les promesses et les attentes réciproques, et surtout la façon dont on va intégrer cette notion de qualité de vie, de bien-être et de conditions de travail à chaque étape de la vie du collaborateur. Alors là, la notion d'être ensemble aussi, hein, Johan, c'est un moyen de penser à la gestion des conflits. Alors, quand on est ensemble, bah, potentiellement, il y a plus de conflits parce que on va se partager un espace et on est des animaux hein, avant tout, donc parfois il va y avoir des luttes de territoire. Alors, il y a la notion de proxémique hein, en GRH sur les territoires et les espaces de travail. Donc, être ensemble, ça peut être aussi source de conflits. Et quand on est en fait, à distance, ça peut être aussi un moyen d'éviter le conflit tout en étant ensemble à distance. Alors, ce qu'on appelle le coping ou les stratégies d'évitement. Donc, parfois, quand j'évoque ce thème avec des collaborateurs dans le cadre de mes recherches, on me répond, bah oui, finalement, quand je suis dans un tiers-lieu ou quand je suis à domicile, ça permet d'apaiser les tensions avec mes collègues et ça peut être aussi un espace de respiration tout en continuant à collaborer ensemble. Donc c'est vrai que être ensemble, c'est une notion qui a vraiment évolué avec l'hybridation. Voilà, Johan. Merci pour cette belle analyse. Et j'aimerais avoir justement, Frédéric, ton avis justement sur cette notion et notamment du collectif vécu aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense qu'on est passé d'un collectif qui est vécu à un collectif qui est coordonné et qui est orchestré. Donc, c'est complètement différent. Il est presque organisé d'avance, presque comme si c'était un projet d'être en Ah collectif. oui. Alors, cela fait que le lien est devenu beaucoup plus fragmenté. Souvent, il est médié par des outils, donc il est moins incarné. Pour autant, on a gagné en autonomie, mais en même temps, on a perdu un peu ces espaces informels, alors, comme certains disent, à la machine à café, hein, où se créer du sens, du faire ensemble, du soutien et de la confiance. En même temps, ce qu'il faut observer aussi, c'est que au-delà du fait qu'on est de plus en plus en mode hybride, à la fois à distance, à la fois en présentiel, la fin de la période pandémique semble avoir aussi engagé une accélération dans les entreprises de multiplication, de transformation d'organisation. Donc les transformations des organisations se multiplient. Parfois, une transfo n'est pas complètement achevée. On n'en a pas encore fait le retour d'expérience qu'on redémarre une nouvelle transfo. Parfois, ça concerne les mêmes personnes. Donc, en fait, il faut comprendre aussi le stress que ça engendre pour les salariés qui vivent ces différentes transformations. Et donc, les collectifs, en fait, ils sont devenus beaucoup plus éphémères. On appartient de moins en moins à une équipe, même si d'un point de vue organigramme et papier, on est bien rattaché à une équipe, mais on appartient de plus en plus à des projets successifs, parce qu'en plus, les modes de travail font qu'on travaille de plus en plus en transversalité. Donc, on travaille sur des projets transverses où on a moins de liens de rattachement hiérarchique ou de liens de coordination, collaboration directement avec les équipes avec qui on est en mode projet. Ce qui fait qu'on partage de moins en moins finalement avec notre équipe cœur d'appartenance. Donc ça joue beaucoup. Et pour faire le lien aussi avec ce que vient d'évoquer Caroline, l'accélération et la transformation en fait de la mutation du travail, de nos modes de travail, fait aussi que on déploie de plus en plus des environnements de travail flexibles. Donc
c'est ce qu'on évoque comme l'environnement dynamique, le flex office, mais ça aussi, ça joue sur la façon de vivre en collectif, parce qu'en fait, on est en même temps dans une réduction liée à des enjeux économiques et financiers, donc souvent une réduction de l'empreinte immobilière et donc des mètres carrés. Et donc, il faut prêter attention dans cette nouvelle conception des environnements de travail qui semble être pour l'instant quand même la solution la plus retenue et répondant à un certain nombre de défis et d'enjeux des entreprises à l'heure actuelle. C'est concevoir l'espace, mais pas dans une standardisation. En fait, plus on va tendre vers une forme de standardisation, plus on va fragmenter ces liens, plus les salariés vont avoir le risque en fait de perdre des repères. Caroline évoquait le sujet du territoire, mais la territorialisation est importante dans l'espace, le rapport qu'on va avoir à l'espace, parce qu'en fait, chacun a besoin symboliquement et d'un point de vue d'identité de l'espace, de se sentir à sa place et d'avoir sa place. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être en capacité d'avoir ses propres rituels pour pouvoir ensuite construire des rituels avec l'équipe et donc pouvoir créer cette coopération qui va créer ce collectif. Donc, si on ne prête pas attention à ça, et c'est vraiment un point important, ben on va être, comme le dit Marc Auger, dans des lieux où on va consommer des espaces. Si on consomme de l'espace, on est comme si on était dans des lieux de passage, et donc c'est comme sur un catalogue, hein, je consomme, je consomme, mais si je consomme, je ne manque pas, et donc à un moment donné, ça aura un impact significatif sur la marque employeur, sur le sentiment d'appartenance, sur la productivité, parce que on sera plus en capacité de faire ensemble. Et ça, c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants et sur lesquels on doit être vigilant. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être dans la stratégie de l'entreprise, mais c'est avoir toujours cette vision un peu globale des effets collatéraux, de choix qui sont faits et de comment on fait ces choix et à qui on prête attention. Et quand même, l'attention principale, c'est le capital humain. Donc c'est vraiment penser en arborescence, en systémique, ou évaluer Oui, en le penser macro, mais en fait agir micro, c'est ça, adapté au micro local, c'est ça? tout à fait. C'est à la fois finalement être dans une globalité tout en prêtant attention aux individualités. Et c'est ça aussi qui évitera, Mhm. je sais, ça peut être un peu conceptuel, mais c'est pourtant la réalité, hein. D'ailleurs, Mhm. que ce soit la sociologie ou l'anthropologie, nous apprennent beaucoup et on mériterait tous d'avoir un petit soupçon de connaissances dans ces domaines pour vraiment mieux comprendre en fait la façon d'être ensemble au travail et au-delà de ne pas freiner une évolution qui est incontournable bien évidemment, c'est comment on l'accompagne et comment en fait on en tient compte dans les référentiels, dans les stratégies qu'on met en place. Et justement, c'est aussi un moyen d'éviter des conflits, d'en avoir une meilleure compréhension et de ne pas rester en fait sur des référentiels qu'on avait l'habitude de mettre en œuvre. C'est peut-être aussi ça la difficulté. Alors, pour faire une suite logique sur ce que vous avez évoqué toutes les deux, selon vous, qu'est-ce qui se perd le plus dans la relation, enfin lorsque les relations ne passent plus par la présence physique? Qu'on perd? On gagne des choses, on a bien compris, hein, mais qu'est-ce qu'on perd aussi, d'après vous? Alors, ce qu'on va perdre, c'est la notion d'identité, hein. Je fais le lien avec ce que vient de dire Frédéric. Dans l'espace de travail et dans le travail en tant que tel, il y a une projection identitaire qui est forte. On existe par son travail et parfois pour son travail. Alors, le collectif de travail, quand on est dispersé, forcément, il évolue. Donc, ça signifie plus vraiment se voir, se toucher physiquement, et on est dans une relation qui est virtualisée. Donc, le collectif de travail, en fait, ça va devenir autre chose. Ça va devenir une communauté d'intérêts, une communauté de valeurs, une communauté d'objectifs. Et
les éléments que l'on partage qui vont souder en fait le collectif. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire remarquer. Et être une équipe, c'est avant tout interagir ensemble dans un but commun. C'est assurer aussi la survie du groupe et la pérennité de l'organisation. Donc on voit bien que la notion un peu tribale est derrière tout ça. Alors il faut savoir que l'hybridation et notamment le recours à des espaces de coworking, ça a été aussi pensé comme outil potentiel pour faire communauté en fait. Alors, les espaces de coworking, ils ont bougé les lignes du travail et ils ont offert au-delà d'un simple bureau partagé. Donc, au-delà d'un temps que l'on partage et d'un lieu que l'on partage, au-delà de cette flexibilité, on partage d'autres choses. On partage donc des objectifs, du lien social. Et ça crée en fait des communautés professionnelles qui sont au-delà des communautés classiques. C'est-à-dire que toute cette flexibilité, elle permet des interactions entre des groupes qui n'auraient pas interagi autrement, en fait. Donc ça, finalement, ça s'inscrit dans cette évolution des modes d'organisation du travail et c'est aussi une synergie très positive et ça va dans notre sujet d'inclusion et de diversité, c'est-à-dire que de partager parfois des moments différents et des espaces différents, ça permet à des personnes très variées de se rencontrer et ça, à mon avis, améliore aussi l'empathie, la bienveillance que l'on peut avoir avec des personnes qui sont habituellement sur d'autres missions, dans d'autres équipes et avec d'autres points de vue. Voilà. Ah, alors, c'est intéressant, Caroline, parce que finalement, moi, en vous écoutant toutes les deux, je me dis euh, le rôle de l'entreprise peut-être a vraiment changé et on est sorti d'une vision où l'entreprise en fait est enfermée sur elle-même et finalement avec ce changement en fait par rapport à l'espace matériel de travail, on vient ouvrir à l'innovation quelque part parce que si on croise avec d'autres communautés, d'autres visions, d'autres professionnels, ça ouvre les potentiels de l'innovation dans ce cas-là. Si c'est une des plus-values, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être laisser Alors Oui, Frédéric. oui, ça, Frédéric? oui. Oui. Alors oui. Alors oui, c'est certes une plus-value. Ce qui est pas si simple, c'est que en fait, c'est plus les mêmes collectifs. C'est un peu comme des corps au travail qui partagent un même lieu. Et la plus-value de l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir envie de l'entretenir, mais volontairement. Donc, c'est Ah oui. à la fois entretenir des communautés volontairement d'un point de vue collectif, mais aussi contribuer individuellement à ces nouveaux collectifs et à ces nouvelles communautés. Et comme tu l'évoquais, très souvent, justement, beaucoup plus en transversalité. Quelque part, ça veut dire aussi que au-delà de l'habitude qu'on avait à travailler en schéma d'expertise, donc chacun un peu dans son couloir avec sa propre expertise, bah, faut être beaucoup plus dans un mode de partage et on devient de plus en plus dans une organisation de mutualisation, d'hybridation des métiers que dans une organisation d'expertise de métier. Alors, je ne sais pas si on en est tout à fait là, parce que ce que j'observe, c'est que malgré tout, euh, on s'accroche à être dans ce mode d'expertise. Et pour être en communauté aussi, ça veut dire que on ne peut pas juste avoir une personne qui anime la communauté. Donc, à un moment donné, il faut chacun être acteur de la communauté et donc des communautés, comme tu l'évoques, et avoir envie d'apporter sa propre contribution.
Et là où on retrouve encore des collectifs où on est 10 autour d'une visio ou 10 autour d'une table et puis qu'il n'y en a qu'un qui apporte du contenu et que soit les autres sont là en présentiel uniquement, enfin, ou en coprésence, peu importe la façon d'être en présence, et finalement, parfois vont avoir soit un œil critique, soit éventuellement changer une virgule, mais en soi, ça n'apporte pas grand-chose sur le fond, ce n'est que de la forme. Bon, voilà, peut-être qu'il y a un vrai sujet aussi de qu'est-ce qu'être en communauté et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces communautés. On le voit bien aussi, plus ça va aller, plus on n'aura pas qu'un seul métier, mais différents métiers. On voit bien aussi que les études seules ne suffisent pas et en fait, on est de plus en plus en apprentissage tout au long de notre vie. Alors, c'est pas nouveau, mais en tout cas, on en parle beaucoup plus. C'est, on le met beaucoup plus en valeur. On voit bien aussi des plus jeunes générations qui arrivent et qui ont d'autres façons aussi de faire communauté parce que finalement, eux, les communautés, ils les ont déjà depuis très longtemps et c'est devenu naturel. Tandis que dans les modes d'organisation de l'entreprise, finalement, faire corps ensemble en communauté, c'est peut-être moins naturel. Donc, ça nécessite une montée en compétences et en même temps, c'est au-delà des compétences. Est-ce que ça s'acquiert vraiment? C'est plutôt un état d'esprit. Et en fait, on rentre beaucoup dans un monde où finalement, pour un certain nombre d'éléments, c'est pas tant l'expertise en tant que telle qui a de l'importance, c'est l'état d'esprit dans lequel on rentre. Et dans le cas de la question que tu m'as posée, dans ces communautés ou cette communauté, et comment on a envie de partager un petit peu de sa propre expertise ou de ce qu'on considère être son expertise sans avoir peur d'être dépouillé et démuni. Et il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et finalement, c'est le sujet même de l'hybridation que Caroline évoquait tout à l'heure, donc en prenant l'angle du onboarding et du offboarding. Mais l'hybridation, c'est ça aussi. C'est l'hybridation des métiers, des ressources, l'hybridation des lieux, de la façon de faire. Et c'est ce mélange-là qui fera à un moment donné qu'il y aura vraiment communauté. Donc, un collectif par nature, ça se décrète pas, ça se fabrique, ça se ritualise et surtout, ça se maintient dans le temps, sinon ça s'écroule. Alors, tu me fais une transition toute trouvée, Frédéric, parce que moi, la question qui me vient de suite, c'est que je pense à nos managers, hein, peu importe leur niveau hiérarchique, mais euh, comment ils font aujourd'hui pour arriver à entretenir ce lien social, ce lien humain, avec une fragmentation de plus en plus importante des espaces de travail, justement. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des points, des focus importants à être vigilant? Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux? Alors, en fait, avec l'hybridation du travail, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les moments informels sont beaucoup plus diffus. Et tout ce qui est rumeurs, blagues à la machine à café, en fait, ça existe moins. Les déjeuners entre collègues, il y en a moins. Et du coup, il y a moins de partage qui passe par ces canaux-là. Donc l'idée, en fait, c'est de recréer des rituels qui sont des rituels quasi informels. Alors certaines entreprises ont des accords de télétravail avec des journées qui sont dites banalisées, où finalement toutes les réunions vont être à ce moment-là, où on va se retrouver à ce moment-là. Alors l'idée, c'est d'organiser par exemple parfois un petit déjeuner ou un café ou un after work pour recréer finalement une dynamique qu'on a perdue avec la dispersion des équipes en fait, hein. Voilà. Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses justement? Comment vous, dans ton groupe, euh, vous arrivez à vous saisir de ce sujet au niveau des managers? Comment ils se positionnent? Le positionnement d'arriver en fait à travailler avec des collectifs dispersés, c'est par exemple outiller les managers sur le sujet de la charge de travail.
Donc, on a conçu notamment un guide autour de la charge de travail et un atelier qui permet de mettre en œuvre, de questionner, d'avoir leurs questions sur ce guide autour de la charge de travail et faire comprendre aussi, prendre conscience en fait qu'avec les collectifs dispersés, c'est vrai que la charge de travail peut être un risque. C'est aussi les outiller à mieux prendre en compte les signaux faibles parce que c'est vrai que avec des collectifs dispersés, il peut y avoir une perte dans les signaux faibles. Ça va être la capacité, par exemple, à repérer un collaborateur qui est fatigué, repérer peut-être un collaborateur qui s'isole, repérer aussi des tensions qu'on voyait peut-être plus dans des réunions systématiquement en physique. Alors, un des vrais sujets, c'est aussi les outiller pour mieux comprendre la communication non verbale. Parce que finalement, on apprend beaucoup de la personne au-delà des paroles qui peuvent être prononcées, quand physiquement, on repère en fait les mimiques, les signes du visage, la façon de tenir ses mains, la posture. Et donc, la communication non verbale est plus difficile à capter à distance. On travaille aussi sur la synchronisation naturelle parce que c'est vrai que dans un espace physique, il est possible en fait de mieux comprendre comment les équipes travaillent. Ça permet aussi d'avoir peut-être plus de notions du temps, de la façon dont elles interagissent ensemble. Donc c'est sûr que ça facilite aussi l'acceptation du fonctionnement de l'autre, peut-être, comme l'évoquait Caroline tout à l'heure, plus d'empathie aussi, là où à distance, chacun va produire dans sa bulle. Et le risque est peut-être d'avoir une forme d'anonymisation et de transparence. Et si on devient transparent, on pourrait aller jusqu'à dire qu'on disparaît. Donc tout ça, ce sont des signaux faibles pour lesquels on accompagne beaucoup les managers pour leur donner les outils, les points d'attention et les points de vigilance. D'un autre côté, grâce aussi à cette forme asynchrone, on gagne en liberté. Les salariés gagnent aussi en autonomie. Il peut y avoir aussi individuellement un meilleur équilibre pour respecter son propre mode de fonctionnement, répondre à ses besoins personnels, y compris des besoins psychologiques et psychiques. Donc ça, effectivement, le manager ne le voit pas forcément. Le reste de l'équipe n'en a pas forcément conscience, mais en même temps, le fait de pouvoir de travailler en asynchrone en mode et d'être en mode hybride, ça permet aussi de retrouver des espaces de concentration qui, mine de rien, des fois s'étiole aussi de fait de l'ouverture de l'environnement de travail où il est plus difficile d'avoir un contrôle sur son espace, de l'autonomie pour changer d'espace, choisir celui qui nous correspond le mieux. Et donc, ça signifie que quelque part, ce mode de fonctionnement, et c'est un point sur lequel les managers sont accompagnés pour en être beaucoup plus conscients, c'est un point qui va faciliter une meilleure inclusion. Alors, ça peut paraître antinomique par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais par exemple, il y a certains collaborateurs, par exemple des collaborateurs de profil plutôt neuroatypique ou des personnes qui vont être malentendantes, mais aussi des profils introvertis. Eux, ils vont gagner en confort, ils vont gagner en productivité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 5 jours sur 5, bien évidemment, mais en tout cas, grâce à cette possibilité aussi de travailler à distance, ils vont pouvoir avoir un impact en fait sur leur environnement sensoriel, sur leurs besoins d'intimité visuelle. Donc finalement, tout ça, c'est travailler sur les équilibres. Donc c'est là aussi où on apprend aux managers au travers aussi de formations en mode hybride, c'est quoi le bon équilibre, comment finalement peut-être j'organise
des moments obligatoires en présentiel et je travaille à la fois sur, avec l'équipe, hein, bien sûr en co-construction, mais sur les temps en présentiel et les temps qui peuvent être individuels et des temps qui sont collectifs. Et dans le collectif, bah, il y a des moments à distance où je vais peut-être prêter attention à certains points. Je veux peut-être distribuer des rôles aussi pour m'épauler sur cette attention. Et puis des points en présentiel qui vont être des incontournables. Et du coup, ça fait partie aussi de ce collectif et de rassembler les collectifs qui peuvent être éclatés. Après, ce que je remarque aussi beaucoup, et peut-être que, en tout cas, on ne l'a pas encore évoqué, c'est que le mode hybride permet aussi beaucoup plus facilement de pouvoir avoir des personnes dans différentes géographies, alors françaises ou parfois même internationales, et ce qui fait que ces collectifs un peu éclatés et dispersés existaient déjà et souvent arrivaient quand même à bien fonctionner ensemble. Maintenant, comme c'est beaucoup plus généralisé, ceux qui n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça doivent aussi retrouver ce mode de management où le manager n'est pas forcément à proximité physique et sur le même site que son équipe. Toute son équipe n'est pas sur le même site en permanence, mais il y a des moments où il faut retrouver cette synergie et ce rassemblement. Ça, c'est extrêmement important et indispensable pour garder ce lien humain. Et finalement, en vous écoutant toutes les deux, je me dis que avant l'hybridation, avant justement la pandémie et puis cette accélération du travail à distance, finalement, moi de mon propre vécu, hein, souvent les managers étaient pris dans la technique et la dimension managériale où on manage vraiment, on est à l'écoute des signaux faibles, comme vous dites, c'est étiolé. Et finalement, je me dis avec cette pour certaines contraintes, hein, c'est aussi une opportunité, mais une contrainte, parce qu'il a fallu réadapter les pratiques. Finalement, ça pousse peut-être les équipes managériales à revenir à du temps vraiment pour manager, parce que les collaborateurs sont peut-être pas forcément toujours sur place. Et quand ils sont en présentiel, c'est peut-être ça donne envie de remettre justement cette place du management de l'écoute des signaux faibles au cœur de la relation collaborateur. Est-ce que vous pensez ça aussi ou pas du tout? Alors, remettre les signaux faibles au cœur de la relation collaborateur, en fait, on aurait dû le faire avant. Parce que le rôle du manager, finalement, enfin, à mon avis, là, pour le coup, je remets ma casquette de DRH, c'est de remonter finalement des éléments d'information du terrain. Donc, si un collaborateur se sent en difficulté, a pris du poids, a perdu du poids, arrive en retard et absent, a des difficultés de communiquer avec les autres, ça c'est des signaux et en fait, il faut s'en emparer rapidement. Et ça fait partie à la limite de l'obligation générale de sécurité, donc obligation de moyens renforcés. On doit finalement, en tant que manager, faire de la prévention pour la santé physique et mentale des collaborateurs. Donc avant l'hybridation, la notion de signaux faibles, on n'en parlait pas beaucoup. Et pourtant, c'était bien là. C'est-à-dire qu'il y avait déjà parfois du mal-être, des problématiques de santé mentale, un surinvestissement parfois au travail, avec des dynamiques de burn-out qu'on n'appelait pas forcément comme ça, mais qui posaient des difficultés. Alors on avait le réflexe, évidemment, médecine du travail, le CSE, etc. Mais c'était des choses finalement qu'on n'avait peut-être pas nommées. Alors le fait d'avoir été confinés, le développement de l'hybridation, hein, je rejoins les propos de Frédéric, ont fait que finalement, on a réfléchi à la notion d'isolement et de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et on s'est positionné en tant que manager en disant, puisque je n'ai plus la coprésence physique avec un collaborateur, il faut absolument que j'ai des moyens de faire remonter des informations et justement ces fameux signaux faibles pour pouvoir jouer mon rôle de manager et protéger mes collaborateurs et agir si besoin. Donc c'est quand même assez perturbant de se dire qu'un confinement
a aussi permis d'ouvrir les yeux sur ces sujets-là. Bon, je ne sais pas si Frédéric, tu me rejoins là-dessus, mais c'est quand même important de se pencher là-dessus. Alors après aussi, ce qui se passe, c'est euh, quand on est à distance, alors certes, on est isolé, mais aussi on est entre guillemets protégé des bruits, mais dans tous les sens du terme, du collectif. Donc finalement, ça peut aussi, à un moment donné, être un moment où on va se ressourcer et reprendre des forces par rapport à une dynamique de travail, enfin, qu'on connaît tous, qui est un tunnel de réunion et une pression aussi sur des objectifs. Donc les managers, en fait, je pense que globalement, ont bien su se saisir des opportunités qui ont été liées au confinement successif et à l'hybridation, c'est-à-dire mettre en place des outils collaboratifs qui permettent d'être plus interactifs ensemble, d'être réactifs. Et bien que ce soit en mode asynchrone, finalement de les repérer, ces signaux faibles. Frédéric, tu veux Moi, compléter par rapport? oui, Oui. moi, je suis tout à fait d'accord avec Caroline et j'ajouterais que, en fait, lié à tout ce que vient d'évoquer Caroline, quand on revient sur site, parfois l'enfer, c'est quand même les autres. Parce qu'en fait, on s'habitue tellement pour ceux qui ont de bonnes conditions de travail à domicile quand on télétravaille chez soi. Alors, je n'évoque pas forcément le coworking, mais chez soi, en fait, on arrive, quelle que soit notre perception auditive, hein, on arrive à être dans sa bulle. Voilà, généralement, on aime bien son intérieur, donc on est bien. Et c'est vrai que de revenir, quand on revient sur site, parfois, d'un point de vue décibel, il y a très peu de bruit, mais c'est suffisant parfois pour nous agacer, pour nous interrompre dans notre tâche, pour avoir des moments où finalement on s'agace enfin, du comportement, de la posture de nos collègues, alors qu'en soi, si on prend un peu de recul et qu'on y réfléchit, ils vont pas tant bruit ça. Donc là aussi, on voit bien que il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de règles. Parfois, quand j'entends parler de faut mettre des règles de vie, ben non, ayons plutôt des postures d'observation, d'écoute, de bien vivre ensemble. Et à un moment donné, il faut arriver à être en capacité aussi de réfléchir à la situation à un instant présent et de se dire, moi, est-ce que c'est vraiment mes collègues qui font trop de bruit ou est-ce que c'est moi qui, bah, à titre personnel, me sens moins bien et à ce moment-là, bah, je vais trouver une bulle, je vais trouver un autre espace, peut-être plus confiné ou bah, oui, à cet instant T, j'y serai mieux pour faire ce que je dois faire. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de choses reposent aussi sur les épaules des managers, mais c'est chacun qui doit être acteur de cette transformation si on veut pas finir par la subir et que c'est vrai pour les tâches ou les moments à distance et c'est vrai aussi pour les tâches et les moments en présentiel. Alors, pour faire une suite logique, et moi souvent c'est quelque chose qui est revenu dans mes expériences passées, hein, c'est la notion de visibilité au travail. Parce que dans une hybridation et des espaces fragmentés, il y a la notion de la visibilité du travail, et notamment tout ce qui est les notions de reconnaissance, d'équité, de justice organisationnelle. Comment vous voyez la chose, vous, et est-ce que vous avez des conseils pour bien appréhender justement cet enjeu qu'est la visibilité du travail? Alors effectivement, Johan, autrefois, le rôle d'un manager, alors dans le milieu industriel, on évoquait le contremaître. Bon, le contremaître regardait les ouvriers sur une estrade. Donc c'est un peu caricatural et effectivement, on avait la notion de contrôle qui était un contrôle visuel. Alors la notion de contrôle n'a rien d'un gros mot, hein, c'est inhérent à la relation de travail et c'est surtout inhérent au lien de subordination. Et ce contrôle aujourd'hui, il se fait comment? Bah, on fixe des objectifs et on manage par objectif, c'est-à-dire qu'on va voir les résultats. Donc il n'y a pas d'obligation de moyens quand on est à distance.
On va dire, voilà, vendredi, on veut un tableau Excel, un PowerPoint, on veut avoir terminé telle étape et finalement, ce qui va se passer entre lundi et vendredi, on n'est pas censé contrôler. Donc ça, c'est quand même une évolution, alors qui n'est pas forcément évidente pour certains managers, qui ont besoin de voir justement la notion de visuel est là. Donc ça, c'est assez quand même compliqué parfois. Expliquer à un manager, il faut lâcher prise, il faut déléguer. La notion de délégation est importante. Alors sur la notion de justice organisationnelle, alors Johan, dans la littérature académique, la justice organisationnelle a plusieurs dimensions. Alors la justice procédurale, c'est-à-dire la mise en place de process, la justice informationnelle, c'est-à-dire la capacité d'une organisation à informer de manière claire et transparente, et puis la justice interactionnelle, c'est-à-dire les qualités qu'on a à développer dans des interactions avec autrui. Alors quand on est à distance, la notion de justice organisationnelle, elle est très importante parce qu'elle intervient dans les fondations finalement du contrat psychologique. Si j'informe correctement, de manière transparente, mes collaborateurs de ce qui va se passer, bah, j'ai d'autant plus de chances de remporter l'adhésion en tant que manager. Donc ça, c'est pour l'information. Après, si les process sont clairement énoncés, c'est la même chose. Et si les interactions aussi sont claires, ça va faciliter les choses. Donc en matière de justice organisationnelle, c'est important dans la relation managériale parce que ça va influencer la tournure que va prendre le contrat psychologique. Est-ce qu'il va être honoré, ce contrat psychologique, ou au contraire, est-ce qu'il va être rompu? Et tout de suite derrière, on comprend bien l'écho que ça va avoir sur la qualité de vie et les conditions de travail. Parce que si je suis un collaborateur bien informé, avec des process qui sont clairs, qui sont justes, équitables, et si les interactions sont fluides, je vais me sentir bien dans mon travail et je ne vais pas avoir de problème de santé physique ou mentale lié au travail, ou en tout cas, j'en aurai moins. Donc ça va faire partie, en fait, là on voit très bien qu'on embarque la relation managériale dans la notion de conditions de travail. Et ça, c'est un peu nouveau quand même comme idée. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et Frédéric, qu'est-ce que tu penses de cette notion de visibilité du travail, justement, au regard de ce qu'a dit Caroline? Ouais. Déjà, je suis d'accord avec Caroline, la justice organisationnelle est beaucoup plus complexe car la transparence et la communication sont essentielles et puis souvent, bah, c'est ce qui fait un peu défaut, donc, alors que ça permet d'éviter les malentendus ou la perception d'injustice. Donc, c'est sûr que à la fois la justice procédurale et interactionnelle doivent être renforcées pour garantir que tous se sentent traités équitablement, même à distance. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, pour moi, la visibilité du travail, bah, c'est un enjeu parce que finalement, quand on voit plus le travail, la reconnaissance, elle peut devenir très inégalitaire. Donc, il y a un sujet de reconnaissance, alors toujours avec des formes de communication, de feedback, même si c'est plus virtuel, hein, c'est pas parce qu'on est à distance que on peut pas prendre soin du travail, soin du lien. La reconnaissance, bien sûr, elle devient plus formelle et digitale, mais bon, ça nécessite du coup, comme on l'a dit tout au long, bah, d'une attention particulière pour maintenir le sentiment d'appréciation. Il y a un sujet d'équité, ça c'est indéniable, et la gestion de l'équité, elle doit prendre en compte bah, la diversité des situations, donc des situations individuelles, et notamment en termes d'accès aux ressources. Donc ça veut dire aussi que ne serait-ce s'assurer que les supports de communication sont accessibles, que les outils aussi sont accessibles, hein, et combien d'outils numériques ne sont pas accessibles et facilitants pour tous, mais c'est aussi autour des aménagements. Donc les aménagements et la flexibilité, c'est à la fois la flexibilité de l'organisation du travail, des temps de travail, mais aussi la ressource d'aménagement physique sur le lieu de travail compte beaucoup. Voilà, je pense que toutes ces solutions, elles sont importantes
renforcer l'équité. Et la distance, en fait, elle oblige à repenser toutes ces notions pour préserver le climat de confiance, le contrat psychologique qu'évoquait parfaitement Caroline. Et donc, quelque part, c'est nécessaire pour répondre aux fondamentaux humains des collaborateurs qui vont être autour du confort et puis de la santé, de la réflexion, des échanges, de l'autonomie, de l'organisation du travail, de l'appropriation. Et puis tout ça, bien sûr, c'est pour leur donner du sens et de la cohérence. Et c'est là aussi où il y a un réel enjeu qu'on doit vraiment prendre en compte sur le travail et cette évolution du travail dans nos modes de fonctionnement pour que chacun trouve sa place et soit à sa place. Alors autour de l'hybridation du travail, il y a une question qui vient naturellement, c'est la notion d'inclusion et de vulnérabilité. Et selon vous, est-ce qu'il y a des profils qui sont aujourd'hui plus vulnérables que d'autres dans cette notion de collectif dispersé? Alors moi, la vision que j'ai pour le coup, là, c'est plus la vision d'enseignante, hein. Donc moi, j'ai des publics de jeunes hein, qui sont alternants ou stagiaires. Et je sens ces difficultés d'intégration en mode hybride parce qu'ils le rapportent et ils le verbalisent très bien. Donc globalement, les profils les plus vulnérables, c'est les jeunes, donc les alternants, les stagiaires, les nouveaux arrivants, et aussi on peut élargir hein, tout ce qui est CDD ou intérim, les contrats précaires. C'est vrai que c'est des gens qui sont là pour des missions courtes, pour des contrats temporaires, et c'est parfois difficile. Et ça a toujours été difficile de toute façon d'intégrer des gens pour des missions courtes. Et ça peut être d'autant plus difficile si on leur demande d'être autonomes, de travailler uniquement avec un management centré sur les résultats, les objectifs. Et on peut avoir des personnes qui se sentent isolées et avoir du mal à produire toutes seules, en fait, hein. Frédéric, tu veux compléter par Oui, rapport à cette notion? alors moi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Caroline. Et peut-être que ce que j'ajouterais aux auditeurs, c'est que ça ne veut pas dire que les nouveaux arrivants, les alternants, les stagiaires ne doivent pas pouvoir aussi bénéficier d'une possibilité de travailler à distance. Ça veut dire que lorsqu'ils sont en physique, soit ils ont leur mentor, leur manager qui est présent, soit il y a eu une co-responsabilité qui a été organisée, et donc un autre manager, une autre personne de l'équipe sont présents pour les aider à monter en compétences, les aider à comprendre la culture de l'entreprise, et donc à s'intégrer et à être inclus en fait dans le collectif. Et ça, je pense que c'est aussi important à rappeler, parce que parfois, voilà, on a aussi des injonctions, telle et telle catégorie ne travaille pas à distance, oui, mais en même temps, parfois quand ils viennent sur site, et notamment le vendredi, il n'y a personne. Et il n'y a rien de pire que de se retrouver sur un grand plateau et quasiment seul. Et donc, on a fait parfois un temps de transport significatif. Et puis finalement, on est seul pour travailler. On s'enferme dans des bulles parce qu'on a des tunnels de visio. Ou alors on n'a pas de tunnel de visio, mais on est seul sur le plateau ou quasiment seul. On est seul pour le déjeuner. Et c'est quoi l'expérience salariée ce jour-là? Enfin, elle est nulle. Et puis, une autre situation, je pense que repose sur des signaux faibles, souvent très invisibles. Donc, c'est le cas, par exemple, des personnes ayant un handicap sensoriel. C'est le cas de salariés en fragilité psychique. C'est le cas aussi de salariés qui sont isolés d'un point de vue territoire, mais ça peut être aussi le cas de pères aidants, de seniors ou de métiers non pérennes et donc dont l'employabilité est faible. Et c'est vrai que le fait d'être dans un mode de travail distribué, à la fois à distance et à la fois en physique, peut-être que ça accentue aussi l'isolement de ces personnes, ou le poids aussi des difficultés qu'ils rencontrent, ou alors aussi la façon finalement où ça va estomper
la réalité de leur quotidien parce que la distance devient une opportunité pour aussi, par exemple, je pense aux pères aidants, pouvoir peut-être mieux mener de front d'autres actions liées à l'aidance. Mais du coup, ce poids-là, il devient plus transparent. Alors même si, bien évidemment, il y a aussi des entreprises, et c'est le cas du groupe auquel j'appartiens, qui mettent en place des dispositifs pour accompagner et aider. Mais voilà, je pense que ça fait partie aussi des situations invisibles auxquelles il faut prêter attention. Et puis paradoxalement, pardon, certains hyper-performants qui masquent beaucoup. Et là aussi, ça fait certainement partie des vulnérabilités parce que quelque part, ils peuvent se mettre consciemment ou inconsciemment en risque. Et ça fait partie du rôle aussi des managers et de l'organisation de prêter attention et de comprendre le pourquoi. Alors, à la suite de notre entretien, moi, ce que je me dis, c'est que vous avez abordé une notion qui, à mon sens, est super importante, c'est la notion de rituel. Alors, quand on est dans un contexte où on est du travail dispersé, quels seraient, selon vous, les rituels que vous pourriez, collectifs, hein, je parle, hein, que vous pourriez proposer à la fois quand les collaborateurs sont à distance, mais aussi quand ils sont en présentiel, pour peut-être redonner envie de créer ce lien collectif. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, ou que vous proposez déjà dans vos organisations? Alors, moi, ce qui se passe dans mon secteur d'activité, c'est le principe des journées banalisées. Alors, quand on est enseignant-chercheur, on passe beaucoup de temps en face à face avec des étudiants, bien sûr. Donc, on n'est pas dans un collectif de travail à proprement parler. Finalement, on est à notre façon un peu isolé dans une bulle avec des étudiants. Et l'idée d'avoir des journées banalisées, alors en général, dans l'enseignement supérieur, c'est le jeudi. C'est le moment où on aura différentes réunions, réunions de département, réunions de labo, et puis c'est l'occasion aussi de faire des repas d'équipe et de partager des moments informels. Mais là, c'est vrai que c'est lié aussi à un secteur d'activité particulier, mais l'idée d'avoir des journées où, de toute façon, de fait, tout le monde est obligé d'être là, donc tout le monde est là, ça permet à un moment donné aussi euh, de voir s'il y a des tensions et de repérer les fameux signaux faibles qu'on a évoqués. Frédéric, tu veux compléter sur ce sujet? Alors, sans hésiter, oui, c'est vraiment l'organisation de là où les réunions en présentiel incontournables pour travailler ensemble. Donc, par exemple, nous, on le fait déjà pour nos comités de direction. C'est tel jour et tout le monde est là en physique, qu'on vienne de province, d'Île-de-France ou directement de Paris, puisque nous sommes à Paris, enfin ici les Moulineaux, plus exactement. Donc ça, c'est important, mais ça veut dire que le manager a organisé des temps ensemble et en physique, et généralement on poursuit en préservant notre plage de déjeuner pour déjeuner ensemble. Alors il s'avère que moi je fais partie d'un collectif codir, mais voilà, ça nous permet de nous retrouver et de passer un moment convivial. Et d'ailleurs, qu'on évite de faire directement au restaurant d'entreprise, mais plutôt dans un espace de l'entreprise, mais qui permet d'avoir un service à table et donc un peu plus comme si on était au restaurant. Et voilà, c'est un moment convivial. Après, si c'est un rituel collectif à distance, en fait, ce que je proposerais, c'est ce que j'appelle le cercle de connexion. Donc, l'objectif, c'est de renforcer le lien humain, la cohésion et le sentiment d'appartenance, hein. C'est tout ce qu'on a évoqué depuis le début du podcast. Et donc, ça pourrait être, par exemple, une fois par semaine, tous les collaborateurs vont participer à une courte réunion. Donc, il faut que ça soit court, donc peut-être 30 minutes, et sous la forme d'un cercle virtuel où chacun peut partager à la fois ses bonnes pratiques, à la fois la difficulté rencontrée, demander de l'aide s'il y a besoin, du mentorat, apporter des idées. Enfin voilà, ça peut être voilà ce cercle, et ça
ça peut tout à fait se faire sur les outils de visio à distance, mais les bénéfices, c'est vraiment de créer un vrai moment d'espace d'écoute et de partage. Il faut bien sûr être dans la bienveillance, ça permet de renforcer la cohésion et le sentiment d'appartenance à l'entité. Donc, ça me semble important de pouvoir proposer les deux et s'assurer voilà, que personne n'est à l'isolement. Alors, comme on arrive vers la fin de notre émission, bien que moi j'y passerai des heures à vous écouter, à vous questionner, mais on est limité par le temps. Moi j'aimerais justement, comme on a quand même pas mal d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur des fonctions RH aussi ou de direction générale ou des managers de proximité terrain, comment, d'après vous, on peut appréhender ce sujet de l'espace collectif éclaté et comment remettre du lien? Quelles sont les clés que vous voudriez leur transmettre pour pouvoir euh, commencer, initialiser une démarche dans ce sens? Je vais Moi, je peut-être pense que commencer, si... Caroline, si tu veux. Oui, oui, Ah vas-y. oui, Et puis après, vas-y. moi, je Oui. pourrais Ouais. compléter brièvement. Donc, je pense qu'il y a un sujet de posture managériale qui sont clés. Donc, le vrai sujet, je mettrais même l'observation avant l'écoute active. Ça me semble important. Donc, observation, écoute active et empathie, parce qu'observer chacun, être à l'écoute des besoins, des ressentis, des perceptions, des préoccupations de chaque collaborateur pour favoriser un climat de confiance, ça me semble essentiel. Après, il y a le sujet, bien sûr, d'une présence régulière et accessible. Si le manager a une disponibilité, si on sent qu'on n'a pas forcément systématiquement besoin de prendre rendez-vous, s'il est facile d'avoir des points individuels, mais aussi des points collectifs, ben, ça renforce le lien humain, la confiance, l'autonomie, ça permet de responsabiliser, hein, c'est ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi arriver à mettre une démarche participative. Et donc, le leadership participatif, ça va être d'impliquer ben, ses collaborateurs dans la prise de décision, valoriser leurs idées, leur autonomie, c'est renforcer leur engagement et c'est donc travailler et co-construire la feuille de route ensemble. Ça me semble essentiel. Flexibilité et adaptation, parce que si on n'adapte pas son style de management en fonction ben, de la stratégie de l'entreprise, de l'évolution sociétale et en fonction aussi des situations de chacun des profils qui composent son équipe, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, valoriser et la valorisation et la reconnaissance sincère. Et donc, c'est aussi prendre des moments pour célébrer les réussites, pour reconnaître les efforts, encourager la contribution de chacun. Et ça aussi, ça peut se faire de façon individuelle ou pour les réussites de façon beaucoup plus collective. Et puis, il y a le sujet de la capacité à créer du sens et parfois, dans les multiples transformations organisationnelles, c'est pas toujours si facile, mais pour autant, il faut vraiment communiquer clairement et en toute transparence sur la vision, les objectifs. Ça me semble là aussi essentiel pour l'impact pour donner du sens au travail et ceci même à distance. Donc, voilà un peu les postures que je trouve importantes d'un point de vue managérial. Merci Frédéric. Et toi, Caroline, justement, est-ce que tu aurais aussi des petits tips, des conseils euh, Alors effectivement, moi, pour résumer, hein, je partage l'avis de Frédéric. Quand on est à distance, en fait, il faut repenser la relation managériale et il faut la repenser autour de trois axes. L'autonomie, donc capacité à déléguer, à piloter, non pas sur les moyens, mais sur les objectifs et les résultats. La confiance. Donc ça, la confiance, ça se partage et ça se gagne aussi avec le temps et avec les rituels et avec les moments et les valeurs que l'on partage. Et puis la façon dont on va contrôler les collaborateurs. Donc éviter, parce qu'on est à distance, d'avoir un contrôle qui pourrait potentiellement être perçu comme déviant et à la limite du harcèlement. Après, peut-être aussi un point de vigilance dont on ne parle pas souvent, c'est la capacité du manager à repérer les potentiels passagers clandestins.
c'est-à-dire des personnes dans les équipes, alors notamment dans les équipes nombreuses, qui passeraient sous les radars, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'activent pas la caméra, ils n'activent pas le micro, on ne sait pas trop s'ils participent vraiment au moment collectif et on les perd de vue parce qu'ils sont noyés dans la masse. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance pour le management. Voilà, sinon je pense que Frédéric a vraiment été très complète sur le partage de son expérience et son analyse est très pertinente. Moi, je rajouterais une chose aussi. Plus je vous ai écouté dans l'échange, plus je me rends compte qu'en fait, c'est une nécessité, je pense encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est de prendre le temps, de s'accorder du temps, justement pour ces espaces de reconnexion, d'introspection, d'échange, de management tout simplement et de relations sociales. Et je me dis, dans la frénésie de nos organisations, ça devient peut-être un enjeu stratégique de s'accorder ces espaces-temps de respiration, parce qu'on n'en a plus quelque part. Et, euh, et tout ce que vous avez dit, finalement, je me dis, ça devient une nécessité. Alors, je ne sais pas si vous partagez cet avis. J'aimerais bien qu'on puisse finir là-dessus. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec ça, tout simplement? Frédéric, je te laisse commencer. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que en même temps, bah, c'est pas si simple parce que on est vraiment dans une accélération. Je me répète beaucoup, mais de diverses transformations. En même temps, on voit bien que il y a une vraie accélération aussi de défis environnementaux, sociaux, sociétaux. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et pour autant, on voit de plus en plus de coaching, d'alerte aussi sur la nécessité de reprendre du temps, d'arrêter d'accélérer, mais de respirer, d'être beaucoup plus sensible en fait à ses propres perceptions. On pousse aussi les managers à mieux se comprendre eux-mêmes, à mieux se connaître eux-mêmes pour être plus en capacité de prendre soin de leurs collaborateurs, de leurs équipes. Donc c'est vrai que c'est aussi en ralentissant le rythme des interactions qu'on va pouvoir respecter le rythme et le mode de fonctionnement de chacun. Donc c'est important. C'est aussi en réintroduisant du récit dans le travail et pas seulement des points d'avancement. Donc, c'est aussi prendre le temps d'être ensemble et le temps parfois, par exemple, de séminaires, de réunions collectives qui parfois disparaissent un peu parce que bah, ça prend une journée ou ça prend une demi-journée, mais en fait, c'est pas perdre du temps. Tout comme faire des pauses, aller s'aérer, prendre le temps de regarder l'horizon, la nature, c'est pas perdre du temps, c'est finalement prendre le temps pour en gagner après. Et ça aussi, bah, ça fait partie de ritualiser cette reconnaissance des moments individuels qui sont précieux et c'est en acceptant en fait de renforcer ce lien humain, et ça, ce lien, il peut jamais se faire dans l'urgence, qu'on va construire avec des actions peut-être répétées, avec des gestes, avec des moments informels, avec des moments de respiration. Bah, finalement, une meilleure productivité individuelle et collective, puisque malgré tout, ça reste un des objectifs de l'entreprise. Je trouve ça Alors très pertinent. moi, je te Oui, rejoins. Caroline? Oui, je te rejoins, Frédéric. La vraie difficulté, c'est finalement la certitude et l'espèce de crise permanente dans laquelle on doit gérer les équipes. Donc, il faut gérer cette situation anxiogène, intégrer des enjeux qui sont des enjeux contextuels. Tu l'as mentionné, l'environnement, bon, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle avec la nécessité de monter en compétences. Tout ce qui entoure finalement le collectif de travail est relativement anxiogène depuis maintenant quelques années. Et le rôle du manager aussi, c'est peut-être de rassurer et de montrer que le collectif, en étant soudé,
bien que géographiquement parfois dispersés, le collectif finalement peut affronter ces éléments de contexte et peut aller de l'avant et s'adapter finalement à des changements qui sont des changements quasi permanents et surtout des changements multidimensionnels. Eh bien, Je suis d'accord. oui, Frédéric, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je disais que j'étais d'accord avec Caroline et donc on voit bien qu'il faut veiller à pas perdre le lien humain et la confiance et profiter de cette nouvelle configuration pour repenser, enrichir la manière dont on co-construit ce collectif en valorisant la diversité, l'autonomie, la co-création, parce que c'est comme ça qu'on travaillera mieux ensemble et qu'on sera en capacité aussi de peut-être surfer sur la vague de cette transformation majeure, hein, de cette mutation du travail qui est en train de s'opérer. Eh bien, je vous remercie infiniment. C'était vraiment passionnant. Je pense par rapport à un sujet, on est allé en profondeur. Vous avez en plus des prismes toutes les deux qui sont vraiment très complémentaires. Donc, moi, je me suis régalé. Je pense que les auditeurs aussi. Est-ce que vous voulez faire une conclusion, un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Non, mais moi, juste te remercier, Johan, pour mettre en avant ce sujet parce que la qualité de vie, les conditions de travail, ça va au-delà de contraintes réglementaires, hein. Je rejoins mon propos introductif, hein, et c'est vraiment une question d'hommes et de femmes dans l'entreprise. Et parfois, c'est un peu oublié dans la dimension humaine. Voilà. Merci de souligner ça. Merci. Et toi, Frédéric? Bah, pour moi, c'est vrai que le prendre soin est important, mais être en capacité de prendre soin de soi en tant que manager pour mieux prendre soin des autres et des équipes. Et c'est vrai que bah, il y a le soin du travail, il y a le soin de l'humain, le soin du lien qui me semble vraiment essentiel dans l'évolution actuelle du monde du travail. Et quand on se connaît mieux, ça nous permet de mieux comprendre les autres aussi, je pense. Donc, Oui, et puis voilà, d'accepter qu'il y a une diversité d'individus, diversité de personnalités. Et en fait, on ne peut pas avoir une organisation du travail unique, mais on va vers des organisations de travail. Et ça va presque un peu à l'opposé de justement de toute cette standardisation qu'on aurait presque envie d'opérer, peut-être parce que ça serait plus simple, mais l'humain, est beaucoup plus complexe que ça et ne peut pas fonctionner dans une standardisation. ben, la standardisation, hein, c'est lié avec la robotisation aussi, hein. C'est rentrer dans un process, dans un cadre. Et l'humain, en fait, a du mal à, à être des clones, en fait, hein. Donc, c'est ce qui fait la richesse. Donc, je trouve que c'est peut-être amener de la souplesse dans le cadre, si on peut imaginer une métaphore, je me dis. Donc, Oui. en tout cas, merci infiniment à toutes les deux. C'était passionnant. Vous revenez quand vous voulez nous faire part de vos éclairages, vos visions, votre regard sur le monde du travail. On se régale. Et encore merci. Merci, Johan. Merci, Frédéric. Merci à toi, Johan. Merci, Caroline. À bientôt. À bientôt. Et mes chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions, nouveaux épisodes, toujours des éclairages passionnants, éclectiques aussi. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.